Bon, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Je m'appelle Frédéric Bosquet. Je me sens bien dans ma famille. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu à une assemblée du mouvement français pour avoir une base. Mouvement que je porte dans mon cœur chaque jour quand je travaille dans la petite commune rurale dans le sud-ouest de la France. Je n'oublie pas que pour moi, Terra est une commission externe du mouvement français pour avoir une base, parce que j'ai créé Terra quasiment la même année où on a créé ensemble le mouvement français pour avoir une base. Et très rapidement, à cette époque-là, je me suis dit, il faut aller expérimenter. Il faut aller expérimenter avoir une base inconditionnelle, verser en monnaie citoyenne locale, contre-garantie par une production relocalisée durable. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais il y a 10 ans, beaucoup de signaux faibles m'ont laissé penser qu'ils allaient devenir assez forts. Il se trouve que 10 ans plus tard, j'ai l'impression que ces signaux faibles qui m'ont fait quitter ma vie d'avant et entrer dans une transition écologique, sociale et économique sont effectivement devenus assez forts. Et je me disais, d'ailleurs j'en discutais avec un ami la dernière fois, et je me disais qu'aujourd'hui, 10 ans après, je ne sais pas si je partais aujourd'hui, si je repartais aujourd'hui, je serais capable de faire ce qu'on a fait pendant les 10 dernières années. Parce que ça a quand même vraiment changé. Quand même. Je ne sais pas comment vous le sentez, moi je le sens assez violemment quand même. C'est comme si on s'autorisait tellement de choses en fait qu'on ne s'autorisait pas avant en fait. Et donc du coup je suis bien content d'être parti 10 ans en avant. Même si c'est toujours aussi dur. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de répondre à cette question que m'a proposé nos amis du mouvement français pour avoir une base. Et je vais essayer d'y répondre, alors complètement de façon subjective, à partir de mon expérience, celle de Frédéric Bosquet et puis de l'association Terra qu'on a créée il y a une dizaine d'années. Donc je revendique cette subjectivité. Je vais vous présenter quelques petites stats, mais très peu. Moi, je suis un entrepreneur humaniste. Un entrepreneur humaniste, c'est quelqu'un qui va remettre la finance au service de l'économie au service de la vie, pour que chacun puisse expérimenter le chemin de son propre bonheur, dans le respect des humains et de la nature. J'aime beaucoup Thoreau, pour ceux qui aiment Thoreau, qui dit souvent le meilleur des gouvernements, c'est celui qui gouverne le moins. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, les gouvernements gouvernent. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc je ne sais pas si c'est des bons gouvernements, mais en tout cas, qu'est-ce qui gouverne donc je vais essayer de vous faire partager cette expérimentation et surtout essayer de répondre à cette question qui est une question, mine de rien, hyper concrète. Alors je vais la faire en 3 parties. Une première partie, redéfinir ce qu'est la transition pour moi, celle qui m'a fait partir il y a 10 ans en vélo, en quittant tout. Mes amis, ma famille, mon boulot, mes revenus confortables et mes engagements sociaux aussi que j'avais environnementaux dans ma petite ville. Et là, un jour, j'ai pris 2 sacs et je suis parti. Et j'ai tout quitté. Et je me suis dit, merde, c'est la transition. C'était vraiment, je suis entré en transition, dans une transition profonde qui a touché tous les éléments de ma vie. Donc je vais vous parler de cette transition-là qui m'a fait bouger, en fait. Je ne vais pas parler de la transition en général, je vais vous parler de cette transition qui m'a fait bouger. Le deuxième partie, ce sera la transition, peut-on la faire? Puisque c'est dans la question aussi. Mais pareil, je ne vais pas vous parler de grands principes, je vais vous parler de ce que nous, on essaie de faire. Et c'est compliqué de faire ce qu'on essaie de faire depuis 10 ans. Donc je vais vous parler de, est-ce que c'est possible de faire cette transition-là? Peut-être il y en a d'autres, moi je vous parlerai surtout de celle-là. Et à la fin, j'essaierai de répondre à la question finale, c'est est-ce qu'on peut faire une transition économique, écologique et sociale avec un revenu de base ou sans un revenu de base? Et là, vous allez voir, il y a un petit twist qu'on va faire à la fin, parce que j'ai l'impression que à l'envers, on peut aussi redire quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc la transition, pour moi, c'est quoi? Alors, ça, c'est des schémas que je vous ressors qui sont tels quels, qui ont 10 ans pour certains, puisque c'est ceux-là qui représentent le plus la baffe que j'ai reçue à cette époque-là.
et où j'étais très engagé à la fois dans l'économie sociale et solidaire, dans un mouvement qui était le mouvement de Pierre Rabhi. On avait lancé leur une base inconditionnelle, enfin le mouvement français pour leur une base inconditionnelle. J'étais à fond engagé dans le réseau national des monnaies citoyennes locales où j'étais coordinateur. Et puis j'ai constaté ça là. Alors ça n'existe plus déjà parce qu'on ne le mesure plus. Hein, c'est l'index de santé sociale. Il y avait 8 grands axes dans lesquels on mesurait la santé sociale en fait d'une communauté en fait, avec plein de caractéristiques pour les jeunes, les moins jeunes. Et vous voyez en bleu, c'est le niveau de l'index de santé sociale. Vous voyez, et puis à peu près jusqu'aux années 80, il est aligné avec le PIB. C'est-à-dire quand le PIB montait, l'index de santé sociale montait. Et là, un petit peu avant les années 80, il y a eu une sorte d'explosion nucléaire. Rappelez-vous qui était au pouvoir dans les années 80. Ça s'est pas fait, c'est pas le fruit d'une espèce de truc extraterrestre, hein, c'est voulu. Et là, poum, décrochage. Le PIB continue à monter et l'index de santé sociale s'effondre. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on produit n'est plus pour les gens. C'est pour autre chose. C'est grave. Parce que c'est ça qui a été le moteur de la croissance économique au départ. C'était faire face aux besoins des gens. Mais là, tout à coup, pim, décrochage. Puis vous voyez, ça, c'est pas un petit décrochage, quoi, c'est un gros décrochage. Donc ça m'a fait dire qu'il ne suffisait pas de produire, il fallait produire au service des humains et de la nature, sinon on allait aller au mur. La deuxième chose qui m'a fait vraiment bouger, c'est la prise de conscience jusque dans mes muscles que le modèle de développement qu'on avait suivi était plus le bon. Il est vachement bien ce graphique parce qu'il corrèle 2 indicateurs. Le premier, c'est l'IDH. Alors, c'est un peu comme l'index de santé sociale en plus petit. Ça mesure ce qu'il faut au minimum pour qu'une nation, une communauté puisse perdurer dans l'avenir. La quantité je crois que c'est la quantité de calories par personne, c'est l'accès à l'éducation et la longévité. Voilà. Et donc ça, à 0,8, on peut dire qu'un peuple est souverain parce qu'il est capable de se développer dans le temps. Et ils ont corrélé, et ça c'est vachement intéressant, ils ont corrélé l'index de développement humain, donc vous voyez c'est le 0,8, là 0,8 on peut dire que là on est bon, enfin on est bon, en tout cas on peut durer. Et ils l'ont corrélé avec l'empreinte écologique. Et l'empreinte écologique, vous savez ce que c'est, donc c'est une mesure qui permet sur une surface de voir qu'est-ce qu'on aurait besoin comme surface pour produire et recycler tout ce dont on va consommer, tout ce qu'on va consommer. Et regardez, c'est fou. On voit que alors on peut le calculer en planètes. Hein. Je pourrais dire une planète, 2 planètes, 3 planètes, 4 planètes. Et regardez, plus on élève l'index de développement humain, et plus on a besoin de planètes. Et là, il y a un truc qui ne va pas. Parce que, contrairement à ce que pense mon ami Elon Musk, il n'y a pas de planète B. Enfin, là, comme ça, directement exploitable maintenant. Donc on va avoir un problème. Et alors, par contre, ce qui est fou, c'est que les pays qui sont à peu près à une planète, ils sont sous l'index de développement humain. Et quand ils se développent, ils viennent rejoindre leurs copains en haut et à gauche. Voilà. Et donc ça, ces 2 indicateurs nous montrent le sens de la transition. C'est-à-dire pour moi, la transition, c'est pas un truc, c'est pas un concept. On est à un point A et il faut qu'on aille à un point B. Ou alors, mieux, parce que je préfère cette vision, il faut ramener le point B au point A. Parce que quand on va du point A au point B, on peut se perdre. Hein, parce que la seule chose qui existe, c'est le présent. La seule chose qui existe, c'est le présent. Le passé est fini, le futur n'existe pas encore. Donc, il faut ramener ce point B dans le futur. Il faut le ramener, en fait, dans le présent. Voilà. Et donc, ça veut dire baisser notre PIB, augmenter l'index de santé sociale et les faire se joindre à nouveau, à minima. Mais ça ne va pas être suffisant. Il faut aussi que, dans un même mouvement, les pays développés en haut à gauche ramènent leur mode de production vers une planète et que le développement des pays qui sont encore en dessous de 0,8 monte verticalement avec des modes de production respectueux des humains de la nature. Donc il faut qu'on se retrouve tous dans le petit carré vert. C'est ça la transition. C'est pas un truc intellectuel, c'est un truc hyper physique.
c'est des mètres carrés de logement, c'est des kilowatts de puissance, c'est des litres d'eau, c'est des, vous voyez, c'est des calories, c'est des protéines. C'est pas un truc métaphysique, c'est un truc hyper concret. Et si on l'oublie, on risque de mourir. Tous ensemble, joyeusement, comme sur le Titanic. Donc, pour moi, la transition écologique, sociale et économique, c'est que l'appareil de production priorise ce qui est vital et durable aux humains et à la nature. Deux, que les pays ayant atteint un IDH minimum migrent vers des modes de production durables. Et que la communauté internationale investit massivement dans les pays qui visent un IDH minimum. Si ça se produit, alors le point B est arrivé sur le point bas, sur le point A. Mais ça ne va pas suffire. J'ai pris une deuxième claque. La deuxième claque que j'ai prise, c'est celle-là. Parce que j'étais vachement engagé dans les monnaies complémentaires locales, les monnaies citoyennes locales. Donc je baignais avec Patrick Viveret dans ce monde des nouvelles richesses. À gauche, je vous ai mis un chiffre qui vient de la Banque mondiale, et donc ce n'est pas des rigolos. Et en fait, 98% des transactions en monnaie, c'est-à-dire quand je donne 1 euro à quelqu'un contre quelque chose, à 98%, c'est une transaction financière, sans lien direct avec l'économie réelle. C'est hallucinant. Ça veut dire que si vous prenez sur une journée de 24 heures, 1h30 à 1h30 du matin, on a fini toutes les transactions liées à la production d'un bien, d'un service dans l'économie réelle. d'1h30 du matin jusqu'au minuit, ce ne sont que des transactions de spéculation. Et nous, on se bat dans les 2%. Hein, la politique, tout ça, les syndicats, machin, truc, tout ça, c'est 2%. Donc là, il y a un vrai souci, parce que si on veut remettre l'appareil de production au service des humains et de la nature, on ne va pas pouvoir le faire avec les 2%. Il va falloir qu'on ouvre un petit peu le machin, là, sinon on n'y arrivera jamais. Et le second, il est vachement intéressant, ça aussi, ça fait partie des grosses claques qui vont finir là, je pense que par là, c'est fini. Hein. C'est l'évolution de la dette depuis 1996. C'est du délire complet. Alors attention, cette dette n'existe pas. C'est une convention qu'on a passée les uns avec les autres pour dire « Oh, quand je fais ça, je m'endette ». On pourrait tout à fait décider de fabriquer cette monnaie, puis la donner aux acteurs en fonction de critères qu'on déciderait collectivement. Mais le problème, c'est qu'à cause de ça, à chaque fois qu'on a besoin de sortir de l'argent pour investir dans la relocalisation de la production vitale, durable, aux habitants, aux entreprises et aux collectivités territoriales, ça se fait par une création de dette. Il y a quelqu'un qui s'endette, forcément. Et ça va nous pénaliser fortement, si on veut remettre l'appareil de production au service des habitants. Donc, à nouveau, il va nous falloir opérer une transition. C'est-à-dire qu'il va falloir ouvrir les transactions au service de l'économie réelle, et puis refermer les transactions au service de la spéculation. Parce que si on ne peut pas remettre ces transactions au service de l'économie réelle, on ne pourra jamais arriver à un moment donné à produire les biens et les services dont la population a besoin. Et même principe pour la dette, il va falloir qu'on trouve des moyens concrets pour que quand on a besoin d'un appareil de production respectueux des humains et de la nature dans un territoire de vie, ça ne crée plus de dette. Il va falloir trouver de nouveaux moyens de mettre en circulation de l'argent pour financer la transition économique, écologique et sociale. Ça aussi, ça a été une grosse claque pour moi. Et enfin, dernier élément intéressant, parce que, ok, on décide qu'on remet l'appareil de production au service des humains et de la nature. Allez, on décide de remettre l'épargne et le crédit au service de la relocalisation de cette production au service des humains et de la nature. Mais peut-être, ça ne va pas être suffisant. Il va falloir peut-être favoriser ça. Parce que tant qu'aujourd'hui, on pourra aller à l'autre bout de la planète en avion moins cher qu'en faisant Paris Agen en TGV, il y aura un problème. Il faut donc à un moment donné, tout ça là, qui fait les lois,
aillent dans le même sens que nous, sinon on va pédaler contre le vent. C'est un peu ce que j'ai fait quand j'étais en vélo, quand je suis parti. Des fois, c'était très dur. Ça montait et en plus, j'avais le vent de face et il pleuvait. Ben, je peux vous dire qu'à 50 balais, quand on n'a pas fait beaucoup de sport, voilà quoi, il faut. Voilà. Bon, j'étais assisté électriquement, heureusement. Mais malgré tout, c'était dur. Donc, il va donc falloir aussi que tout ça, là, ça favorise cette transition économique, écologique et sociale. Et regardez comme c'est vachement intéressant, à qui les Français font le plus confiance dans nos institutions? La commune. Là où on partage les communs. Le seul endroit qui existe. Et donc, là aussi, il y a une transition à faire. Il faudrait faire en sorte que le pouvoir redescende là où on partage les communs. Parce que si ce n'est pas là où on a les communs à partager qu'on décide, alors forcément, il n'y aura pas la même nature de transformation sociétale. Donc il va falloir aussi qu'on transitionne le pouvoir d'un endroit concentré loin à un endroit décentré avec beaucoup de communes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, petit 1, on aura transitionné quand le pouvoir sera redonné à nos territoires de vie, le seul lieu où on partage les communs. Deuxième élément, il va falloir qu'on redéfinisse ce que sont ces communs au XXIe siècle. Parce que quand vous lisez les articles des droits de l'homme de 1789, en particulier le premier, les hommes naissent libres et égaux en droit, les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune. Ça veut dire quoi l'utilité commune? C'est les activités au service des communs. Mais c'est quoi les communs? Ben, c'est ce qu'on décide entre nous, qu'on met en commun. Et qui peut décider ça? C'est pas quelqu'un à la majorité plus une voix. C'est nous tous. Sinon, dans ces cas-là, c'est pas des communs. Ça n'appartient qu'à quelques-uns. Donc, si on veut remettre les distinctions sociales, l'argent, le vote, au service de l'utilité commune, il faut donc redéfinir ensemble ce que sont ces communs au XXIe siècle. Tant qu'on ne les aura pas redéfinis entre nous, ça va être vraiment compliqué. Et enfin, il faut que les citoyens soient dotés d'un nouveau bulletin de vote à égalité. Parce qu'on vote avec notre bulletin de vote une fois tous les 4 ans, tous les 6 ans. Mais avec notre monnaie, c'est tous les jours. Plusieurs fois par jour. Vous imaginez si on avait chacun suffisamment de bulletins de vote en monnaie pour pouvoir voter tous les jours pour ceux qui ont de la valeur pour nous, peut-être que ça accélérerait de façon beaucoup plus rapide. Donc moi je crois que le revenu de base, c'est une nouvelle façon de mettre ce qu'on appelle du vote censitaire dans l'économie. C'est-à-dire que si tous on avait suffisamment de monnaie pour voter pour les gens avec lesquels on est en accord, ou dont on veut valoriser la production, alors peut-être on avancerait plus vite. Donc il nous faut absolument que ce bulletin de vote, que ces bulletins de vote, à égalité, soient donnés à tous les citoyens pour qu'ils puissent voter tous les jours. Et enfin, la proposition que je ferai par rapport à cette transition, c'est qu'en plus, il soit au maximum donné en monnaie citoyenne locale. Pourquoi en monnaie citoyenne locale? Parce que la monnaie citoyenne locale va garantir que la production qu'on va échanger, elle sera relocalisée, elle sera durable et elle sera vitale à la population d'un territoire. Le gros problème qu'on a aujourd'hui avec l'euro, c'est qu'on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment il circule et on ne sait pas où il va. Que la quantité en circulation est décidée par des pouvoirs privés. Et que donc on ne peut pas utiliser l'euro en tant que tel comme moyen d'inférer sur l'économie, puisque c'est de nature privée. Il nous faut donc une monnaie qui, de nouveau, redevienne un bulletin de vote. Et pour ça, la monnaie citoyenne locale est un moyen formidable de pouvoir faire ce travail-là. Alors, ceci étant dit, est-ce que cette transition, elle est possible? Alors, je ne sais pas si cette transition au niveau global, elle est possible. Par contre, je vais vous parler de celle que moi, j'ai commencé à faire il y a 10 ans. Et je vais vous parler de l'endroit où on en est aujourd'hui. Avec tous les problèmes, tout n'est pas chouette tous les jours. Mais par contre, quand je me retourne, parce qu'il ne faut pas regarder son idéal de face, sinon on se fait complètement éblouir. Il faut regarder son idéal en marchant à reculons par rapport à ce qu'on a fait pour lui. Parce que si vous le regardez de face, vous êtes mort. Si vous voulez tenir dans la durée, vous êtes mort. Si vous regardez ça de face, c'est trop gros. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on a fait. Pas ce qu'il reste à faire, parce qu'il reste beaucoup encore. Alors, ma réponse, c'est oui. Oui, je crois que cette transition écologique,
sociale et économique, elle est possible parce qu'on est en train de la faire. Et quand il y a 10 ans, je suis parti avec mon gros vélo et que j'ai commencé à visiter tous ces gens extraordinaires qui avaient commencé à changer de vie, concrètement, quand je dis concrètement, c'est vraiment concrètement, moins d'argent, plus d'activités au service des communs, enfin plein de choses hein, qui ont mis en place. Je n'imaginais pas qu'on arriverait là aujourd'hui. Et pourtant, aujourd'hui, on y est. Alors, cette transition, je l'ai fait à travers une association qui s'appelle Terra, que Marie-Hélène vous a présenté tout à l'heure hein, lors du tour de table. Et Terra, aujourd'hui, 10 ans plus tard, c'est devenu un pôle territorial de coopération économique. Ça, c'est vachement important pour nous. Parce que ça veut dire qu'on a un tampon du ministère de l'économie qui dit, là, ça, c'est un objet qui crée de l'économie. Je le labellise. Donc pour nous, c'est vachement important, parce que si Macron il nous dit « Ah oui, vous êtes un objet économique », c'est quand même vachement cool. Quand même. Ça veut dire qu'on reste connecté. Il ne faut surtout pas se déconnecter. Parce que si on se déconnecte du monde des chenilles, on ne pourra pas les transformer en papillons. Il faut bien que les chenilles, à un moment donné, elles comprennent qu'il faut qu'elles deviennent des papillons. Donc il faut rester dans le monde des chenilles. Oui, donc dans le monde des chenilles, on mange des feuilles, c'est désagréable des fois peut-être, mais il faut continuer à manger des feuilles si on veut être avec les chenilles. Si on est tout seul avec que des papillons, c'est facile, hein, dans le ciel, tout ça, machin. Mais dès qu'on redescend là, dans la vallée et qu'on se mélange avec les chenilles, c'est compliqué. Hein. Voilà, c'est pas de la théorie, là, c'est la pratique. Hein. Habitants, producteurs, artisans, commerçants, élus locaux. Voilà, quoi, c'est du dur. Hein. Et pourquoi on a été reconnu comme pôle territorial de coopération ? Parce que notre mission, ça a été de relocaliser la production durable, vitale aux habitants, aux entreprises locales et aux collectivités territoriales. Vous allez me dire, c'est quoi le lien avec le revenu de base inconditionnel et la question qu'on a posée ? Pour moi, verser un revenu de base qui contribuait à une transition écologique, sociale et économique, c'est forcément à un moment donné de la production qui va être en garantie de ce revenu de base. Et moi, les amis, j'ai pas envie que mon revenu de base me serve à acheter des produits qui ont été fabriqués à 25 000 km et qui sont en train de détruire l'humanité et la planète. Moi, je veux que mon revenu de base, il sert à développer, à voter pour des producteurs, des artisans, des commerçants, des élus qui produisent de la valeur économique, sociale et écologique sur mon territoire de vie ou dans d'autres territoires de vie, mais pas qui créent la mort pour que je puisse bouffer mon steak frites. Même si des fois, un steak frites, c'est toujours très bon, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais on va essayer de le faire le mieux possible. Donc, en plus, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller s'installer dans une zone de revitalisation rurale, là où on a vraiment besoin de production pour les habitants. Parce que dans ces zones de revitalisation rurale que vous voyez en verte, là, en fait, il n'y a plus grand-chose. Hein. La population vieillit, il n'y a plus de production à l'usage des habitants. Enfin, voilà, quoi, il ne reste plus grand-chose, hein, ça se délite. Il y a 17 677 communes qui sont classées en zone de revitalisation rurale. Quasiment la moitié en France. Donc on est allé s'installer là, au bout de la petite flèche, et on intervient dans un rayon de 30 km autour de Tournon-d'Agenais, pour être vraiment très précis. Et qu'est-ce qu'on y fait ? On essaie progressivement de produire ce dont on a besoin sur ce territoire. De l'alimentation saine, de l'eau potable, le recyclage de nos déchets organiques aussi sur place, de l'énergie renouvelable, des bâtiments durables à usage d'habitation et professionnel, des flottes de véhicules en partage, dès qu'on pourra. Et aussi tout un accompagnement à la transition des acteurs locaux, parce que les acteurs locaux, ils sont tout seuls. Eh bien, si vous regardez tout ça, et l'accès à la culture aussi, parce que s'il n'y a pas d'accès à la culture dans nos territoires, les gens ne viendront pas s'installer. Donc ça veut dire l'art, la technique, la science, l'éducation. Si tout ça est accessible dans nos territoires, petit rappel, les zones de revitalisation rurale, c'est 80% du territoire français. Hein. 80% de la population vit sur 20% du territoire. Hein. C'est vachement repérable si vous regardez une carte. Hein. Mais ça pose question quand même. Hein. C'est de se dire que 80% de la population habite sur 20% du territoire. Vous imaginez en cas de crise, tout ça, ça va être compliqué les amis. Hein.
Si vous n'êtes pas dans un écosystème coopératif territorial, sur lequel vous êtes cause sur les productions qui sont vitales pour vous, ça va être compliqué. Je referme la parenthèse parce que je ne veux pas aller trop dans ce domaine-là. Mais il va bien falloir qu'à un moment donné, les gens se disent, il va falloir peut-être que je redevienne cause sur ce qui est vital à ma vie. Et c'est ça le revenu de base. Le revenu de base permet de redevenir cause sur ce qui est vital à ma vie, à condition qu'il soit versé à monnaie citoyenne locale contre garantie par une production relocalisée durable. Parce que si avec votre revenu de base, vous achetez des trucs qui viennent à 25 000 km de là, je ne suis pas certain que ça fonctionne. Donc notre objectif, c'est juste ça en fait. Ça fait 10 ans qu'on essaie de faire ça. C'est pas facile, hein, parce qu'on est vraiment bien aliénés. Hein. Ah. Hop. Alors on en a commencé par une petite ferme sur laquelle on s'est installé en 2015, dans le sud-ouest de la France, pour aller vite, entre Villeneuve-sur-Lot et Cahors, c'est pour les personnes qui connaissent. Ouais. Puis ensuite, on a créé une petite épicerie de producteurs. On a contribué à la création d'une coopérative de production d'énergie renouvelable qui va nous permettre demain de faire la même chose dans notre quartier rural. Pendant ce temps-là, on a développé une monnaie citoyenne locale, numérique. Elle était présente sous forme de coupon-billet. Parce que là, c'est pareil, si on veut verser un revenu de base inconditionnel en monnaie citoyenne locale, on ne va pas le faire en coupon-billet, quoi. Ça va être vraiment trop compliqué. Donc, il nous fallait une monnaie numérique pour suivre et en même temps distribuer ces revenus. Et puis, on a développé progressivement des outils pour nous développer. On a commencé par du don de temps, puis après des dons défiscalisables via un fonds de dotation, et puis après des subventions d'investissement et d'exploitation, et puis après des capitaux patients à intérêt modéré. Donc on a commencé à avoir des investisseurs avec nous. Et l'objectif est d'en arriver à un moment donné d'avoir une capacité d'autofinancement lorsque nos structures développeront des excédents qui nous permettront ensuite, avec ces excédents, de verser ces fameux premiers revenus d'autonomie qu'on cherche à verser contre garantie par ces productions relocalisées. On est parti entre 2013 et 2015. Je suis arrivé tout seul dans la petite ferme là, que vous voyez. Maintenant, on est plus de 100. La moyenne d'âge, c'est 38 ans. Et surtout, il commence à y avoir des effets cumulatifs de ça. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, pour l'instant, c'est un échec. Nous n'avons pas réussi à verser des revenus de base inconditionnels en monnaie citoyenne locale contre garantie par cette production relocalisée durable. Parce que justement, il n'y a pas assez de production relocalisée durable. Mais par contre, on accumule de plus en plus de capacités à produire, à nous rémunérer. Et donc on espère qu'à un moment donné, on sera capable de faire ce travail-là. En 2022, on a investi quasiment 3 millions d'euros dans ce territoire. Et l'objectif, c'est d'aller jusqu'à 9 millions d'euros. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces 9 millions d'euros? L'objectif, c'est de créer un modèle de quartier rural en transition qui va relocaliser toutes les fonctions vitales à la revitalisation d'une commune rurale. Et qui va nous permettre progressivement, avec une société coopérative d'intérêt collectif, dans laquelle on va y retrouver toutes les parties prenantes du territoire. Dans cette EIC, il y a la commune, par exemple, qui est dans le collège des collectivités territoriales. Il y a des producteurs, il y a des habitants. Et grâce à ça, l'idée, c'est d'investir ensuite ces 9 millions d'euros dans les différentes fonctions vitales qui vont nous permettre de produire ce que les habitants ont besoin, pour arriver ensuite, dans un deuxième temps, à pouvoir contre-garantir les revenus qu'on va distribuer par ces productions relocalisées et durables. Et le faire de telle façon qu'on puisse essaimer ces quartiers ruraux dans d'autres petites communes rurales, de telle façon qu'eux-mêmes fassent ce même travail dans d'autres communes, jusqu'à ce que les citadins des grandes villes, qui sont très nombreux à vouloir quitter ces grandes villes pour venir habiter à la campagne, les 80% du territoire, ils puissent à travers ça, en fait, pouvoir s'installer dans ces petites communes rurales et démarrer réellement une nouvelle vie, une nouvelle civilisation. Parce que moi, je pense que la civilisation qui vient, elle va partir des campagnes. Parce que c'est là où est la ressource, tout simplement. Vous savez qu'une ville comme Paris, c'est 300 fois sa taille en empreinte écologique. Et qu'il en est comme ça une par mois dans le monde. Et je terminerai là-dessus. Ben là, aujourd'hui où on en est, on s'est attaqué à la fonction habitée, qui représente la partie la plus importante dans un petit budget. Hein, si vous prenez un SMIC, par exemple, la partie habitat, c'est vraiment la grosse partie du budget. Donc si vous construisez des maisons autonomes, nourricières, écologiques et recyclables,
que vous les construisez avec des matériaux locaux, que vous les construisez de telle façon à ce que les coûts soient accessibles au plus grand nombre, alors vous aurez déjà la base de votre revenu de base inconditionnel en monnaie citoyenne locale. Après, il faut rajouter l'énergie, l'eau, l'alimentation, le transport, la culture, et là, vous aurez récupéré, vous serez de nouveau cause sur la production pour pouvoir ensuite distribuer ces revenus d'autonomie. Alors, où on en est aujourd'hui? Eh bien, on vient de terminer notre centre d'éco-construction de ressources et de formation dans notre petit quartier rural en transition pilote à Lustrac. Ce centre de formation va former des bâtisseurs, des constructeurs de maisons autonomes, nourricières, écologiques et recyclables. Et on va comme ça pouvoir commencer à construire ce premier quartier rural avec une quinzaine de maisons, avec une trentaine d'habitants, avec ces fonctions vitales relocalisées et avec aussi une formation qu'on donnera à des personnes pour faire la même chose dans d'autres petits quartiers ruraux. Et on espère bien que d'ici 2031, j'espère, on pourra verser nos premiers revenus de base inconditionnels en monnaie citoyenne locale contre-garantie par une production relocalisée et durable. Et hier, d'ailleurs c'était hier j'ai fait un petit... je terminerai là-dessus, voilà. Et hier, ou avant-hier, on a reçu le bois qui va servir à nos compagnons charpentiers de construire le prototype de la première maison autonome nourricière écologique et recyclable du quartier. Il va y en avoir une dizaine comme ça sur le quartier. Et les modes constructifs seront les mêmes pour construire les autres unités de production, puisqu'il y aura aussi une maison de la transition, il y aura un petit café-restaurant, il va y avoir une maison de la transition, on va faire des démonstrations de ce que c'est la transition. Et on espère que on donnera une sorte de direction, de vision de ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on s'y met à tous, parce que là, on l'a pas fait tout seul. Hein. Il y a des centaines d'investisseurs, de donateurs, des collectivités territoriales, des entreprises qui nous ont accompagnés. Et c'est vraiment un projet collectif, quoi. Ça n'appartient pas à une personne. Et on a plein de problèmes, mais qu'on vous exposera à un autre moment. Voilà. Et donc, pour répondre à la question, parce que je n'ai pas fini le twist là, pour répondre à la question, oui, le revenu de base est indispensable pour une transition économique, écologique et sociale, et en même temps, ce n'est pas suffisant. Le revenu de base a besoin d'une transition économique, écologique et sociale pour se développer. Je ne crois pas qu'on puisse développer un revenu de base durable sans une transition économique, écologique et sociale, parce que je pense qu'il y aurait trop d'impact négatifs sur notre planète.